Nous sommes dans les forêts de Pine Barrens en novembre 2004. Deux garçons, deux frères âgés de 12 et 13 ans, s'amusent près de la crique. Malgré que l'on soit en novembre, la température est plutôt chaude pour cette période de l'année. Vers 16 heures, les jeunes décident de rentrer en empruntant un sentier qui traverse la forêt. Chemin faisant, ils entendent des bruits de branchage derrière eux. Ils se retournent et aperçoivent une forme qui se dissimule derrière les arbres. De là où ils se trouvent, ils ne peuvent pas voir de quoi il s'agit, mais ils ont la certitude que quelqu'un ou quelque chose les a pris en filature. Ils accélèrent le pas. Ils essaient de dissimuler leur angoisse, mais ils ont peur. Puis, comme ils se retournent pour la énième fois, ils la voient enfin. Elle est là, à moins de 4 mètres d'eux. Il s'agit d'une créature humanoïde de 2 mètres de haut. Son corps est couvert d'une fourrure sombre et sa tête, semblable à celle d'un cheval, est surmontée de 2 cornes, comme celle d'un chevreuil. La chose a aussi une paire d'ailes membraneuses qu'elle déploie comme les ailes d'une chauve-souris. « Cours, Michel, cours !» crie l'aîné. Terrifiés, les jeunes prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient aussi vite qu'ils peuvent. Sur plusieurs dizaines de mètres, ils peuvent entendre dans leur dos la créature qui martèle le sol. Puis, ils voient une ombre les dépasser et, presque aussitôt, la créature se pose devant eux, dans un grand battement d'ailes. Les garçons se sentent pris au piège. Ils changent de direction et s'enfoncent résolument entre les arbres. Ils courent à perdre haleine et ne se retournent pas. Ils aperçoivent enfin une éclaircie entre les arbres, peut-être leur salut. Ils débouchent près de la route. Ils courent jusqu'au milieu de la chaussée et jettent un dernier regard sur la forêt. La créature n'est plus là. Pendant de longues secondes, ils restent haletants et ils reprennent leur souffle. Ils ont eu la frousse de leur vie. Ils ont échappé au mystérieux diable du Jersey. Les forêts de Pine Barrens s'étendent au nord-ouest d'Atlantic City, dans le comté de Leeds. Elles couvrent plus de 1700 milles carrés en plein cœur du New Jersey. Depuis des générations, on raconte que ces bois seraient l'antre d'une mystérieuse créature, le diable du Jersey. D'après une vieille légende, le monstre serait né en 1735. Cette année-là, une certaine Deborah Leeds d'Estellville, au New Jersey, aurait découvert qu'elle était enceinte. Déjà mère de 12 enfants et face à une situation financière plus que difficile, elle aurait maudit son enfant à naître. « Qu'il soit damné !» aurait-elle dit. Le jour de l'accouchement, elle aurait donné naissance à un être difforme, avec une tête d'animal, un corps de chauve-souris, elle incluse, et des pattes de chèvre. Pendant des années, Madame Leeds aurait gardé son horrible rejeton enfermé dans une pièce du grenier. Puis, lors d'une soirée de tempête, la chose aurait réussi à prendre la fuite en s'échappant de sa geôle et en s'enfuyant par la cheminée. Depuis, elle errait dans les vastes forêts de Pine Barrens. On raconte que, dans les mois qui suivirent l'évasion du monstre,
les agriculteurs de la région découvrirent de nombreuses bêtes de leur cheptel, mortes et mutilées. Au milieu des années 1700, ces mutilations étaient devenues une telle nuisance qu'un prêtre serait venu pour exorciser les environs. Prise au premier niveau, l'affaire du diable du Jersey apparaît comme une banale légende, et elle le serait sans doute s'il n'y avait pas toutes ces apparitions qui, au fil des ans, sont venues renforcer la croyance qu'il y a quelque chose de mystérieux qui hante les forêts de Pine Barrens. En 1778, l'officier Stephen Decatur de la marine franco-américaine se rend à Pine Barrens pour y faire l'essai de nouveaux canons. Alors que ces hommes s'apprêtent à tester leur artillerie, tous voient apparaître une étrange créature ailée qui vole au-dessus de la forêt. L'animal a de grandes ailes membraneuses qui lui donnent des allures de ptérodactyle, ces grands oiseaux de la préhistoire. Decatur ordonne à ses canonniers de faire feu sur le monstre, mais sans succès. Vers 1820, Joseph Bonaparte, le frère aîné de l'empereur Napoléon, observe à son tour une étrange créature, mi-homme mi-animal, alors qu'il chasse près de Bordentown, où il possède un vaste domaine à la limite des Pine Barrens. Entre 1840 et 1841, de nombreuses bêtes de ferme sont retrouvées égorgées et mutilées. Évidemment, les villageois accusent le diable d'en être le responsable. En 1859, des témoins jurent avoir aperçu l'étrange créature à Haddonfield, près de Bridgetown, à l'hiver de 1873-1874. En janvier 1909, la présence de la créature se fait sentir plus que jamais. Entre le 16 et le 23 janvier, des centaines de personnes observent la bête ou ses empreintes. Ces dernières ressemblent à des sabots fourchus et sont bien visibles dans la neige. Ces apparitions commencent dans la nuit du 16 au 17 janvier. Cette nuit-là, plusieurs résidents de Woodbury, au New Jersey, entendent des hurlements qu'ils ne peuvent associer à aucun animal connu. Dans la ville voisine de Trenton, un conseiller municipal, A.P. Whedon, est réveillé par quelque chose qui essaie de rentrer chez lui en s'acharnant sur la poignée de la porte. Au matin, le mystérieux intrus a disparu, mais ses empreintes, comme des sabots fourchus, sont bien visibles dans la neige. Le même soir, un certain Tack Cousins quitte l'hôtel de Woodbury vers 22 heures. Alors qu'il roule sur une route isolée, il entend un long sifflement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aperçoit une créature blanche qui vole au-dessus de la chaussée. Ses yeux sont brillants et elle semble entourée d'un nuage de fumée. 4 heures plus tard, à Bristol, en Pennsylvanie, de l'autre côté de la rivière Delaware, John McEwen est réveillé par les pleurs de sa fillette. Alors qu'il tente de la réconforter, il entend un sifflement venant de l'extérieur. Intrigué, il jette un coup d'œil à la fenêtre. Ce qu'il voit le laisse pantois.
Sur la grève, il y a un animal accroupi qui semble s'abreuver. Son corps ressemble à celui d'un grand oiseau, comme un aigle, mais sa tête est celle d'un cheval. La créature se redresse bientôt et, courant sur deux pattes, elle disparaît dans les bois qui bordent la rivière. À peu près au même moment, à quelques rues de là, l'agent James Sackville termine sa ronde. Près de Bucket Street, ses chiens se mettent à aboyer et à grogner. L'agent fait volte-face et se retrouve nez à nez avec une créature ailée. Sans hésiter, il dégaine son arme et fait feu en direction du monstre. Celui-ci s'envole, ce qui permet aux policiers de voir ses ailes de chauve-souris. La créature fait quelques vrilles en l'air, puis disparaît dans l'obscurité. Cette même nuit, A.W. Minster, le maître de poste de Bristol, observe par la fenêtre de sa chambre un drôle d'animal dans son jardin. Il s'agit d'une créature semblable à un kangourou, mais sa tête est celle d'un cervidé, avec des cornes. Après cette nuit mouvementée, le diable retraverse la rivière Delaware et retourne dans son New Jersey natal. Et c'est aux alentours de Burlington qu'il s'arrête. Dans les jours qui suivent, des centaines d'empreintes mystérieuses sont rapportées. Ces marques, semblables à des sabots fourchus, défient toute explication. Elles traversent les jardins, grimpent aux arbres et sautent de toit en toit. Elles ne commencent nulle part et ne s'arrêtent nulle part. Le 19 janvier, le diable fait une énième apparition, cette fois dans la cour de Monsieur et Madame Nelson Evans. Vers 2 heures, ils sont réveillés par un sifflement aigu. En regardant par la fenêtre, ils voient une étrange créature qui fait des cabrioles sur le toit de leur remise. Pendant près de 10 minutes, les Evans vont observer la bête. Quelques jours plus tard, ils en font une description détaillée au Philadelphia Bulletin, qui en publie un portrait robot. D'après les Evans, la créature faisait environ 1 mètre de haut. Sa tête était celle d'un chien, quoique ses traits rappelaient davantage ceux d'un cheval. Elle avait 2 ailes membraneuses, et ses pattes arrière étaient comme celles d'une grue, mais terminées par des sabots. La créature se déplaçait en marchant sur ses membres antérieurs et gardait ses pattes de devant, beaucoup plus courtes, recourbées contre son poitrail. À un moment donné, M. Evans a ouvert la fenêtre et a crié en direction de la créature. La bête s'est retournée vers lui, a aboyé 2 ou 3 fois, puis s'est envolée comme un oiseau. La créature est ensuite observée à Gloucester et, un peu plus au sud, à Camden. À lire les comptes rendus quotidiens de la presse, on a l'impression que le diable est partout. À Morriston, il surprend un pêcheur et, à Springside, il traverse in extremis devant un tramway. La créature fait un peu plus de 1 mètre, a une tête de cheval, une paire d'ailes membraneuses. Au gré de ses déplacements, les villageois trouvent des chiens, des chats et des poulets égorgés. Dans presque tous les cas, des empreintes de sabots fourchus sont découvertes sur les lieux. Après avoir semé la terreur dans une dizaine de villages, la créature disparaît soudainement. Plusieurs imaginent qu'elle est morte, mais il n'en est rien. Au cours des décennies suivantes, ces apparitions se font plus rares, mais toujours aussi spectaculaires.
En 1927, près de Salmon, au New Jersey, un automobiliste qui s'est arrêté pour changer une crevaison voit se dresser devant lui une créature ailée, mi-kangourou, mi-chauve-souris. Il est si effrayé qu'il se réfugie dans son véhicule et verrouille les portières. La créature saute alors sur le toit de la voiture et s'envole dans l'obscurité, visiblement frustrée. En 1937, une battue est organisée dans les bois près de Downingtown en Pennsylvanie après que des témoins eurent rapporté y avoir observé une mystérieuse créature ailée avec une tête de cheval. Sans succès. En novembre 1951, dans une maison de jeunes de Gibbstown, au New Jersey, un garçon est pris de convulsions après avoir observé une hideuse créature à la fenêtre de sa chambre. Les surveillants minimisent l'affaire, mais le jour suivant, un autre adolescent rapporte lui aussi avoir vu la créature. Cette fois, l'affaire est prise au sérieux et la direction contacte la police. Le lendemain, un groupe d'adolescents organise une chasse aux monstres dans les bois de Gibbstown et la localité voisine de Paulsboro. L'un de ces garçons, Jerry Ray, racontera plus tard avoir été agressé par la créature qui a bien failli l'emporter dans les bois. Ces derniers événements déclenchent une espèce d'hystérie qui n'est pas sans rappeler la vague de 1909. Le diable semble partout. Pour endiguer le flot d'amateurs qui débarquent à Gibbstown dans l'espoir d'y apercevoir l'insaisissable créature, le chef de la police, Louis Silvestro, fait apposer à l'entrée de la ville de grandes pancartes annonçant que le diable du Jersey est un canular. Supercherie ou non, de nombreuses empreintes non identifiées sont rapportées dans les bois. Encore aujourd'hui, quoique plus sporadique, le diable du Jersey continue d'être rapporté. En janvier 2009, par exemple, la créature a été observée à Mays Landing et à Mullica River. Des empreintes mystérieuses ont aussi été rapportées à Marietta. Quelle que soit sa nature, le diable semble encore bien portant pour un vieillard de 280 ans. Le 12 septembre 1952, à Flatwoods, une petite communauté située à 2 heures de route de Point Pleasant, en Virginie-Occidentale, 3 enfants, Edison May, son frère Freddie et leur ami Tommy Ayer, âgés de 10 à 13 ans, aperçoivent un objet rouge qui traverse le ciel avant de disparaître derrière une colline proche. Il est alors un peu plus de 19 heures. Croyant la chute d'une météorite ou d'une soucoupe volante, les gamins décident de grimper sur la butte. Chemin faisant, ils sont rejoints par Kathleen May, la mère d'Edison et de Freddie, par un autre garçon, Ronnie Shaver, et 2 adolescents, Neil Nunley et Eugene Lemon. Le chien de Lemon emboîte aussi le pas à la horde. Alors que le groupe approche du site présumé de l'écrasement, le chien commence à japper et se met à courir vers le haut de la colline. Malgré les appels de son maître, l'animal disparaît entre les arbres. Pendant un moment, les grimpeurs l'entendent aboyer, puis l'animal revient en courant, passant devant le groupe et rentrant au village. Apparemment, quelque chose l'a effrayé. Toujours bien déterminé à découvrir la nature de cette mystérieuse lumière rouge, le groupe poursuit son ascension. Lorsqu'ils arrivent au sommet, le soleil commence déjà à se coucher. Toute la zone baigne dans un brouillard nauséabond qui brûle les yeux et la gorge.
Entre les arbres, Nunley et Lemon, qui devancent le groupe, aperçoivent une masse rouge et incandescente. La chose leur paraît aussi grande qu'une maison et pulse comme un cœur qui bat. Comme leurs compagnons approchent, ils entendent un craquement sur leur gauche. Ils se retournent et aperçoivent, éclairés par la lampe torche que braque Eugene Lemon, un être cauchemardesque. Il fait environ 3 mètres de haut et semble flotter au ras du sol. Sa tête est ronde, de couleur rouge sang, et surmontée d'une coiffe ou d'un capuchon qui rappelle la forme d'un as de pique dans un jeu de cartes. Il a 2 yeux globuleux d'où émanent de faibles rayons bleus ou verts. Les témoins ne voient aucun autre trait. Pas de bouche, pas de nez, pas d'oreille. Ils ne voient pas non plus de bras ou de jambes. Ils ont l'impression que cette tête monstrueuse est entourée d'une plaque ou d'un casque translucide, comme du verre. Son corps est foncé et sa silhouette est plus ou moins conique. On dirait presque une robe ou une jupe. Dès que les témoins l'aperçoivent, la créature fait un mouvement dans leur direction en se dandinant de gauche à droite, puis change de trajectoire et se dirige vers la masse rouge posée un peu plus loin. Paniqués, les témoins dévalent la colline à toutes jambes. Vers 20h15, Kathleen May téléphone au bureau du shérif du comté Robert Carr. Lorsque l'officier débarque à Flatwoods, Kathleen et ses garçons sont visiblement encore sous le choc. Le shérif prend leur déclaration et convainc le jeune Eugene Lemon de le conduire jusqu'au lieu de l'incident. L'endroit est à présent désert. Il n'y a ni créature, ni soucoupe volante. Même la mystérieuse brume malodorante a disparu. Le shérif Carr, auquel s'est joint Lee Stewart Jr. du Braxton Democrat, un journal local, note toutefois une curieuse odeur de gasoil. Dans les jours qui suivent, des astronomes amateurs informent les autorités que le soir du 12 septembre, une météorite a traversé le ciel de la Virginie occidentale. Était-ce l'objet mystérieux observé dans le ciel vers 19h? Mais si l'OVNI n'était qu'une météorite, quelle était la nature de cette étrange créature observée sur la colline? Un monstre? Un extraterrestre débarqué d'une mystérieuse machine volante? Ou une simple confusion avec un animal de la faune locale? Nous sommes à Dover, au Massachusetts, le 21 avril 1977. La petite Volkswagen roule à la sortie de Dover. À bord prennent place William Bill Bartlett, 17 ans, le conducteur, et ses amis Mike Mazzoca et Andy Brody. La musique joue à tue-tête et les adolescents doivent littéralement crier pour se parler. Arrivé près de Farm Street, Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il l'aperçoit, éclairé par les phares de la voiture. Une créature des plus bizarres. Il s'agit d'un petit être humanoïde d'environ 1 mètre. Il a l'air nu et sa peau est rosée. Sa tête, en forme de melon, est énorme et disproportionnée. Ses yeux sont grands, ronds, orange et lumineux. La créature se tient accroupie sur un muret de pierre à demi écroulé. Bartlett remarque qu'elle a de longs doigts et de longs orteils qui s'agrippent aux pierres du mur. Elle n'a ni poils, ni ongles, ni paupières, ni oreilles, ni même de bouche.
La créature ne reste visible que 5 ou 6 secondes, le temps pour l'automobiliste de compléter son virage. Certes, 5 ou 6 secondes, c'est peu, mais pour Bill Bartlett, c'est suffisant. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec le démon de Dover. Dover est une ville d'à peine 5000 citoyens, située à 25 km au sud de Boston, dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale, typique de la Nouvelle-Angleterre. Le 21 avril 1977, alors qu'il roule en compagnie de 2 de ses amis, William Bill Bartlett aperçoit une curieuse créature qu'il prend d'abord pour un chien. Il s'agit en fait d'un être humanoïde d'à peine 1 mètre de haut. Sa tête est disproportionnée et il ressemble à un gnome. La créature se tient à peu près immobile sur un muret de pierre. 2 heures plus tard, à 2 kilomètres de là, le jeune John Baxter, 15 ans, rentre chez lui à pied. Chemin faisant, il remarque dans l'obscurité une silhouette qui marche vers lui. À 5 mètres, il appelle. « Qui est là ?» L'interpellé s'immobilise aussitôt, comme surpris. Baxter fait un pas de plus. Alors, comme s'il s'agissait d'un signal, le piéton non identifié s'enfuit vers le boisé qui jouxte la route. Il dévale le fossé, escalade l'autre versant plus escarpé et s'enfonce entre les arbres. Baxter peut l'entendre courir dans les feuilles mortes. Une fois remis de sa surprise, l'adolescent se lance à sa poursuite. La chasse ne dure que quelques secondes. En effet, dès la première rangée d'arbres franchis, la créature s'immobilise. Debout, à l'orée d'une clairière, sa silhouette se détache distinctement. Baxter s'arrête à moins de 10 mètres d'elle. Il s'agit d'une créature de petite taille, semblable à un singe, mais avec une très grosse tête en forme de melon. Ses yeux sont ronds et brillent d'une lueur orangée. De ses doigts, longs et minces, elle s'agrippe à un arbre. Baxter l'observe pendant quelques instants, puis, se sentant envahi par un sentiment d'inconfort, il quitte les lieux. Arrivé chez lui, l'adolescent se confie à sa mère. Il lui dessine tant bien que mal la créature. À ce moment-là, le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Bill Bartlett. Il ne l'apprendra que 5 jours plus tard. Pourtant, les dessins des 2 adolescents, Bartlett a aussi dessiné la créature à ses parents, sont tout à fait identiques. Le lendemain soir, 22 avril 1977, Will Tainter, 18 ans, un copain de Bill Bartlett, roule en compagnie d'Abby Bradham, 15 ans. Il est aux environs de minuit et le couple se dirige vers Sherborne, au Massachusetts, la localité voisine. Bien qu'ils soient au courant de l'observation de Bartlett, ils en ont discuté ensemble dans la journée, Tainter n'en a rien dit à Abby. Soudain, la jeune fille laisse échapper un cri en pointant quelque chose qui se tient sur le bas-côté de la route. Il s'agit d'une créature de la taille d'un chien berger. Elle est accroupie à la manière d'un singe. Elle est nue, sans fourrure, et sa peau est rose ou beige. Sa tête est très grosse, oblongue, et elle ne présente aucun trait, ni bouche, ni nez, ni oreille, seulement une paire d'yeux globuleux et brillants. Tainter, qui roule à 65 km/h, n'a que le temps d'apercevoir une silhouette imprécise fuyant dans les bosquets. Le lundi suivant, le 25 avril, Bill Bartlett se confie à son professeur de sciences, Robert Linton.
lequel est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent. À la mi-mai, le South Middlesex Sunday News, un journal local, parle pour la première fois de la créature qu'il baptise le démon de Dover. L'histoire est lancée. Quelle était donc la nature de cette mystérieuse créature? Une bête mal identifiée par les témoins? Un animal encore inconnu de la science? Un être fantastique, sorti tout droit d'un univers parallèle ou débarqué d'une lointaine galaxie? Ou encore, une créature née de l'imagination débordante d'une poignée d'adolescents en mal de publicité? Le 17 avril 1976, dans le village de Maunan, en Cornouailles, en Angleterre, deux petites filles, June Milling, 12 ans, et sa sœur Vicky, 9 ans, aperçoivent une créature ailée qui plane au-dessus du clocher de l'église médiévale. 3 mois plus tard, toujours près de Maunan, deux autres fillettes, Sally Chapman et Barbara Perry, aperçoivent la même silhouette étrange, cette fois parmi les sapins, dans un pré où elles campent. La créature ressemble à un hibou, avec des oreilles pointues et de la taille d'un homme. Il a des yeux d'un rouge brillant. Au début, les filles rient, croyant qu'il s'agit d'un plaisantin costumé. Mais quand la créature s'envole devant leurs yeux, elles changent d'avis. Ce n'est qu'à ce moment-là que les fillettes notent que les pieds de la créature ressemblent à des pinces. La bête semble couverte de plumes. Elle tourne au-dessus des témoins avant de disparaître entre les arbres. Le lendemain, 4 juillet 1976, encore deux petites filles, Jane Greenwood et sa sœur, aperçoivent l'homme hibou. L'apparition survient encore une fois près de l'église de Maunan. Les témoins voient un oiseau bizarre dans un arbre, un oiseau de la taille d'un homme. Dès qu'elles aperçoivent les filles, c'est du moins leur impression, la créature grimpe jusqu'au sommet de l'arbre. Il a des petits yeux rouges et une très grande bouche. Son plumage est gris clair. Ses pieds ressemblent à de grandes pinces de crabe. Terrifiées, les filles s'enfuient de peur d'être attaquées par la créature. L'homme hibou réapparaît en juin 1978. Une adolescente de 16 ans aperçoit un monstre volant au-dessus des arbres situés derrière l'église de Maunan. Quelques semaines plus tard, 3 jeunes Françaises de passage à Maunan voient à leur tour une étrange créature près de l'église. Elles le décriront comme un grand oiseau poilu, de couleur blanche, avec une grande bouche et de grands yeux ronds. Le diable du Jersey, le monstre de Flatwood, le gnome de Dover, l'homme hibou de Maunan. Que penser de ces créatures? Monstres fantastiques? Erreur d'interprétation? Ou simple canular? Le généticien J.B.S. Haldane a écrit « L'univers est non seulement plus étrange que nous l'imaginons, mais il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. » Peut-être